Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des 7 personnages secondaires de Jurassic Park 3, Udesky, Cooper, Nash, Ellie Sattler, Benny the Band et les deux gars du bateau. Attention, générique. Udesky. Première apparition de Udesky dans un centre avec des avions en épave pour la plupart, accompagnés de Nash et Cooper qui testent leurs armes. Rien à craindre, monsieur. Ce sera une vraie promenade de santé. Eh bien, il part très confiant. Mais bon, au moins avec 3 personnes fortes, type mercenaires, et armés jusqu'aux dents, forcément le groupe va s'en sortir. Il ne peut que s'en sortir d'ailleurs. Pourquoi des rires ? Mais une fois sur l'île et apercevant le spinosaure, il fuit et abandonne son compagnon, Cooper, livré à son sort. Passez l'autre type, Cooper est un professionnel, il va s'évader. Ouais, enfin ce que tu viens de faire par contre ne l'est absolument pas. En fait, le fait de se montrer fort et fier dès le début n'est qu'une façade. En réalité, c'est un lâche. Et pas solidaire. Bref, il va survivre au crash de l'avion et aux mâchoires du spinosaure. Alors, c'est un personnage intelligent dans le sens où il a proposé au Kirby de rechercher leur fils dans la même direction que les deux paléontologues. Et c'est vrai que c'est la meilleure solution à avoir, rester groupés. Nous recherchons votre fils. Dans la même direction qu'eux. Quoique, la manière dont c'est joué à ce moment-là par l'acteur, qui est quand même très bon, hein, Michael Jeter était un bon acteur, mais là, c'est plutôt attribuable à la lâcheté. Et selon certaines personnes, la lâcheté est une forme de survie. Ouais, non, ça reste quand même très lâche. Avec la dispute des Kirby, il dit que s'il venait à se séparer, il irait avec les deux paléontologues, en s'adressant à Billy. Allez. Oh Paul, laisse tomber. Vas-y. Si on doit se séparer, je vais avec vous les mecs. Quoique, en choisissant encore une fois les deux paléontologues, ça pourrait être encore attribuable à la lâcheté. Non, un instinct de survie supérieur à la moyenne. Non mais de toute façon ça se comprend, je ne vois pas qui au monde pourrait rester seul sur une île perdue avec des dinosaures féroces avec seulement les deux Kirby. Bah tu connais pas l'expression? Si t'as pas d'amis, prends un Kirby. C'était nul. Mais bon, pour filer la métaphore, je pense que dans les paquets de Kirby, ce serait un peu comme les paquets de bonbons. Vous savez, ceux que vous achetez et qu'il y a majoritairement de la réglisse dedans. Personne n'aime la réglisse. Moi, j'aime pas la réglisse. Pourquoi vous en foutez dans chaque paquet? Et ben là, dans les paquets de Kirby, ce serait pareil. Il y aurait certainement plus de biscuits en forme de tête d'Amanda. Ya. Et il serait certainement dégueulasse. Bref, on remarque aussi à quel point Udesky est un dégonflé lorsqu'il abandonne Billy, pliant tranquillement son parachute, pour suivre Alan. Une minute. Ça fait 2 fois qu'il abandonne une personne par peur. Ça commence à devenir très décevant de la part du personnage, et surtout pas à la hauteur de l'acteur qui l'incarne. Bref, course-poursuite éclairateur, il va tomber nez à nez avec l'un d'entre eux, et l'un d'entre eux justement va lui planter la griffe redoutable dans le dos. Ça doit piquer un petit peu. On pourrait croire que Udesky est mort, mais non, il est utilisé comme appât par les raptors pour faire descendre les autres qui sont grimpés dans un arbre. Il est mort. Aidez-moi, je suis encore vivant. Oh mon Dieu, non, il ne l'est pas. En bref, le piège échouant et les ordres ayant changé, un des raptors abrège les souffrances de Udesky en lui brisant la nuque. Ça fait du bien. Eh, mais ça me rappelle un autre passage du film. Non, 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 non. Alors c'est quand même décevant car un personnage pareil, j'aurais aimé le voir évoluer dans l'histoire, un peu comme Paul Kirby, surtout par rapport à la réputation de Michael Jeter, qui était vraiment très très bon, encore une fois, dans d'autres films, mais dans celui-là, malheureusement, on sent que son talent n'est pas exprimé. Alors il y a également un truc, c'est qu'il y a une scène coupée avec ce personnage, où on le voit justement saisir une grosse branche pour se défendre face au Raptor. Ce qui sera évidemment sans succès, vous le savez, mais ça m'aurait beaucoup plu de voir ces scènes. Parce que on passe d'un personnage au début qui paraît fort et qui finalement est lâche,
Oh, pardon, c'est vrai, un instinct supérieurement développé. Et cette scène aurait montré quelle personne il est réellement. C'est quelqu'un de courageux qui prend les armes face au danger. Mais on ne voit pas cette scène dans le film, ça aurait été un point positif, et là du coup ça devient un point négatif. Voilà. Cooper. Bref apparition dans le film, il paraît comme une brute épaisse depuis le début, avec un humour assez sarcastique. Comment vous avez connu le Kirby? Par notre église. T'as vachement la tête du mec qui va à l'église, toi. Tu ne jugeras point le physique de la personne. Montre pas du doigt, c'est pas poli. Pardon. Alors c'est aussi quelqu'un qui a osé taper le personnage principal, donc effectivement, on nous montre bien que c'est une brute. Qui m'a frappé? Eh bien ça c'était Cooper. Mais une fois sur l'île, son vrai courage est mis à l'épreuve. Il s'avère qu'il se fait lâchement abandonner par ses deux compagnons d'armes et qu'il pleurait juste avant de se faire bouffer par le Spino. Et je comprends tout à fait. Non mais il passe pour quelqu'un de fort, la stéréotype de la brute épaisse qui finalement est comme nous tous face au danger, effrayé, terrifié. Moi personnellement j'aurais réagi de la même façon. Oh, un spinosaure. Je viens de me pisser dessus. Nash. Bon, que dire de plus, à part se faire bouffer par le spinosaure, c'est un personnage type mercenaire, qui croit que rien sur Terre peut lui faire peur, et au final, c'est qu'il s'avère faux, une fois sur l'île évidemment, il est effrayé, il abandonne lâchement son compagnon Cooper, mais au final c'est un lâche aussi, et c'est en tant que tel qu'il meurt, par le spinosaure. Allez, suivant. C'est tout? Tu développes pas plus? Oui, j'ai vraiment pas grand chose à rajouter sur ce personnage. Une fois qu'on a fait les deux autres, bah, plus rien à dire quoi. Ellie Sattler. Ça fait très plaisir de revoir Laura Dern dans un film Jurassic Park, bien que son rôle ne soit vraiment que très minime. Et qu'elle ne soit pas en short jean très court d'ailleurs. On constate que suite à l'aventure traumatisante de Jurassic Park, elle n'est plus avec Alan Grant, et elle est mariée avec un homme du ministère des Affaires étrangères, a priori un homme modèle, un père modèle, stéréotype de l'américain qui travaille très bien, avec qui elle a eu 2 enfants. Et c'est fort dommage. Alan et Ellie formaient le couple idéal dans Jurassic Park. Ils sont même en parfaite harmonie lorsqu'ils discutent des raptors pendant le dîner. Pourquoi les avoir séparés? Scénario! Et oui, c'est une question scénaristique encore une fois. Au début des années 2000, la seule chose pour les Américains qui était au-dessus du pognon, c'était bien la famille. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je crois pas. Et d'un point de vue scénario, ça ne marcherait pas si Grant est marié ou a des enfants. Parce que c'est la famille, c'est plus important que l'argent. Donc du coup, d'un point de vue scénaristique, il était logique de séparer Alan et Ellie, et de faire de Alan Grant un homme célibataire. J'ai du mal à y croire d'ailleurs que Alan Grant finisse célibataire. Et du coup, bah, si Alan Grant avait une famille et une femme, il aurait jamais accepté le chèque de Paul Kirby. Du coup, en tant que célibataire, bah, il peut accepter, voilà. Donc Ellie, elle va sauver Grant en envoyant la Navy et les Marines sur le site B, bien que je ne vois pas trop comment elle a pu convaincre d'envoyer 2 unités de l'armée américaine pour sauver le petit groupe sur l'île. Surtout dans un si court laps de temps. Bah si, son mari travaille pour le ministère des Affaires étrangères, tout s'explique. Mais au contraire, ça n'explique rien. Ben Hildebrand. Il a commis 2 erreurs qui vont le conduire à la mort. Ne retournez pas à la case départ, ne touchez pas 20 000 francs. Oh, le vieux, il est encore en francs, putain. J'ai connu que les francs avec ce jeu-là. La première erreur est d'avoir affrété un bateau pour pouvoir traîner près d'une zone interdite et dangereuse. On sent que c'est quand même quelqu'un de très responsable, surtout avec un gamin qui n'est pas le sien. Et la deuxième erreur, d'avoir plané vers le centre de l'île plutôt que de rester sur le pourtour. Parce que tout le monde sait, hein, tout le monde le sait, vers le centre de l'île, c'est là qu'il y a les gros carnivores. Non. Non, bon, ok, peut-être pas tout le monde, mais stratégiquement, rester sur la côte reste la meilleure idée. Déjà, il y a moins de carnivores, on se perd moins en forêt, et en plus, il y a de la surveillance aérienne. Enfin, je sais pas, tu fais un feu et puis pouf, voilà, ça y est, t'es sauvé. Eh ben non, c'est un crétin. La caméra de Eric Kirby est retrouvée 8 semaines plus tard, dans un sale état. Elle paraît même plus vieille que certaines choses qu'il y a sur l'île depuis plus longtemps, genre la bouffe, par exemple. Et le petit groupe retrouve par la même occasion le corps de Ben, dans un sale état, dans un état de décomposition très avancé, avec des vêtements en lambeaux. Corps qui est toujours accroché au parachute, dans un arbre. La caméra nous prouve une chose, c'est que Ben n'est pas mort pendant la chute. Donc c'est forcément un prédateur qui l'a tué. Qui peut être le coupable? Alors déjà, ça peut pas être un gros prédateur, parce qu'avec un gros prédateur comme le Ceratosaure, ou le T-Rex, ou le Spino,
il y aurait plus de corps. Donc c'est forcément un petit prédateur, mais c'est certainement pas non plus des minuscules prédateurs comme le Compsognathus qui a pu faire le coup parce qu'il était trop haut. Et comme le parachute a atterri près du nid des raptors, il est évident de penser que ce sont les raptors qui ont fait le coup. D'où l'état du cadavre déchiqueté, en lambeaux, etc. Par contre, deux petits problèmes avec ceci. Le premier, c'est comment ensuite le corps s'est retrouvé coincé dans l'arbre. Là, je pige pas. Ensuite, c'est comment Eric Kirby a réussi à échapper au raptor. Parce que là, je ne comprends pas. C'est vrai, Ben n'a même pas eu le temps de se détacher, qu'il s'est fait bouffer. Donc ça veut dire que quand on voit la caméra et qu'elle se coupe à cet endroit-là, ça veut dire que c'est à ce moment que les raptors sont intervenus. Deux choses l'une, soit Eric est monté dans l'arbre, mais je ne vois pas pourquoi les raptors auraient arrêté de surveiller l'arbre pour essayer de l'avoir. Enfin, je pige pas. Peut-être, c'est possible. Mais en un si court laps de temps, ça me paraît impossible quand même de monter dans un arbre, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, deuxième option, c'est soit il s'est mis à courir. Mais les raptors, c'est les champions de la course sur l'île, donc non. Là, c'est un mystère. Ouais, ça sent le scénario épuisé. Les deux gars du bateau. Alors les deux premières morts du film sont celles des deux gars présents sur le bateau qui offrent le grand frisson à un mec et un môme. Cela en ignorant les interdictions et les risques, parce que Isla Sorna est devenue une zone restreinte avec surveillance aérienne constante depuis l'incident de San Diego. Là, le monde entier est au courant qu'il y a des dinosaures qui sont potentiellement dangereux sur une île costaricaine. Donc ils sont potentiellement au courant qu'ils peuvent y laisser leur peau. Je vais vous approcher, mon ami, mais pas trop près tout de même. Vous voulez pas vous faire bouffer? Se faire bouffer aussi loin des côtes, un si long coup n'existe pas. Encore moins chez les dinosaures carnivores. De la brume apparaît d'un coup, subitement. Oui, la météo est un petit peu faux-folle sur l'île. Bref, l'incident arrive, on entend les gars hurler à la mort. Le bateau sort de la brume et montre une voile déchiquetée et du sang. Pas de morceaux, pas de corps, des disparus, point, c'est tout. Alors aussi loin des côtes avec une grande profondeur, parce que j'imagine qu'on est aux alentours d'une dizaine, quinzaine de mètres, voire 20 mètres de profondeur, même le grand dinosaure comme le spinosaure ne s'y risquerait pas. Parce que même si c'est une bestiole ramenée à la vie, il a quand même gardé ses instincts de l'époque crétacée, où se baigner dans la mer, dans l'océan, c'était potentiellement se faire bouffer. Bon, il y a très peu de chances que ça arrive d'un point de vue logique, mais dans ce scénario, on pourrait se dire... Ils ont tenté tout et n'importe quoi, pourquoi pas ce truc-là? Sauf que là, du coup, le bateau est en mouvement, à une certaine vitesse, à une grande vitesse, puisqu'il faut assez de vitesse pour pouvoir faire monter le parachute dans les airs. Donc, ça voudrait dire que pour bouffer deux humains sur le bateau, il faudrait que le spinosaure nage à la même vitesse pour pouvoir les bouffer. Chose impossible. En revanche, il m'a été donné de voir une théorie qui traînait sur jurassicpark.fr. Si vous ne connaissez pas ce site-là, je vous conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil. Où il est dit, la cause de l'incident de parapente au début est la faute des ptéranodons. Elle n'a pas été tournée car le coût était trop important pour la production. Ce qui pourrait effectivement expliquer la séquence, théoriquement. Ce qui pourrait expliquer également la présence d'un crâne humain dans la volière des ptéranodons. Vous savez, celui que Eric Kirby utilise pour essayer de taper les bébés ptéranodons mais qu'il loupe parfaitement. Mais par contre, cette théorie soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Déjà, ça suppose que les ptéranodons ont enlevé deux humains adultes. Ce qui normalement n'est pas possible, sauf dans le scénario de ce film. Donc bon, allez, c'est pas vraiment un problème, mais je le mets comme ça, là, de but en blanc. Voilà. Deuxièmement, les ptéranodons ont attaqué uniquement les passagers du bateau, et pourquoi pas ceux qui étaient sur le parachute, qui était plus accessible. Là, je ne comprends pas non plus. Et troisièmement, les ptéranodons sont encore enfermés dans la volière. Je veux dire, ils n'ont pas ouvert la porte, tué les deux humains pour rentrer avec eux et refermer la porte derrière eux. Non, non. Non, les ptéranodons sont encore enfermés. Donc pour moi, ça reste un meurtre non élucidé. Voilà, ce 11e épisode de la critique Jurassic Park 3 touche à sa fin. Avant de partir, évidemment, je compte faire une vidéo commentaire numéro 2 sur les personnages humains, à savoir les épisodes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du coup. Pour savoir si vous voulez que je revienne sur certains détails, sur certains points où j'ai été rapide, etc. Donc, postez un commentaire sous cette vidéo en commençant par commentaire en majuscule, comme la dernière fois. Je ferai la sélection des commentaires les plus pertinents, les plus récurrents à la limite. Et bien sûr, vérifiez qu'il n'y ait pas de commentaires épinglés de ma part, pour vous dire que la sélection des commentaires est terminée ou que carrément la vidéo est sortie. Non, je vous dis ça parce que pour l'épisode 5, j'en ai épinglé quelques-uns pour justement vous tenir au courant de ça, et certains d'entre vous n'ont pas vu et ont continuent encore en ce moment de commenter en mettant commentaire en majuscule, ce qui ne sert à rien du coup. C'est pas grave, hein, la prochaine fois à vérifier, c'est tout. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode de cette série, l'épisode 12, l'épisode de conclusion. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et que l'évolution soit avec vous.